Ah, bonsoir Salim, c'est Samuel, enchanté. Bonsoir. Bonsoir. Donc nous allons revenir sur l'actualité du club de la capitale, Et vous si vous le voulez bien. Donc actualité, parce que aujourd'hui, l'international français Yohan Cabaye vient de signer au Paris Saint-Germain. Comment vous trouvez ce transfert? Est-ce que vous trouvez que c'est une recrue intelligente ou est-ce que vous trouvez comment dire, qu'il va, en quelque sorte, il va se brûler les ailes pour la Coupe du Monde? Alors, déjà, on va essayer de recadrer un petit peu les choses, parce que rappelez-vous, à la même époque, ou presque l'année dernière, lorsque nous avions un duo Carlo et Léo, qui était entre guillemets sur le banc, l'un sur le banc et l'autre directeur sportif, on critiquait souvent, on va dire, le Paris Saint-Germain, parce que c'était davantage Léo qui choisissait pour Carlo, et Carlo se devait d'accepter les joueurs qui arrivaient. Là, pour une fois, déjà, on ne va pas critiquer Nasser, en l'occurrence, puisque ce Paris Saint-Germain a recruté un joueur qui était désiré par le coach absolument. Laurent Blanc, on le sait, le voulait depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois même d'ailleurs, depuis que Laurent Blanc est là, il a clairement fait comprendre que Yohan Cabaye était l'un de ses objectifs. Donc réussir à le recruter, c'est déjà une bonne chose pour ce club de la capitale. Donc déjà là, ça, c'est un bon point. Et puis, deuxièmement, donc vous avez déjà un joueur qui est déjà pas coach. Ça, c'est un premier point. Et puis, pour le joueur même, vous arrivez donc dans un club qui va être vu au combien, qui vous permet de jouer potentiellement à la Ligue des Champions, puisque vous allez la jouer, hein, vous serez au moins dans le groupe pour les Leverkusen, voire pour les tours suivants. Aujourd'hui, c'est plus qu'une bonne chose. Le Cabaye, il lâche sa place en équipe de France. On voit mal aujourd'hui Deschamps se passer de lui. Je pense, on sait qu'il fait du bien à cette équipe de France. Donc, qu'ils viennent potentiellement au PSG pour jouer un petit peu moins. Mais je vais même vous dire, c'est pas si mal que ça au final. Comme ça, c'est un petit peu moins cramé et un petit peu plus frais pour l'équipe de France. D'accord, oui, tout à fait. D'ailleurs, hier, quand on a appris la nouvelle sur notre émission, on vous parlait de l'importance du recrutement que donnait, en fait, que les Nasser avait totalement confiance en Laurent Blanc, que c'était un signe de reconnaissance qu'il lui faisait finalement. Parce que comme vous l'avez si bien dit, Leonardo, on sait qu'il a imposé plus ou moins quelques recrues à Carlo Ancelotti. Je pense à Van der Ville. Donc à partir de là, ça pouvait pas trop coller, quoi. Exactement. Parce qu'on le sait, Nasser, il a dit, Yohan Cabaye n'était pas un joueur qu'il connaissait plus que ça particulièrement. Il devait dans le journal. Donc il a fait confiance à Laurent Blanc. Et ça, au moins, on pourra au moins féliciter Nasser Al-Khelaifi sur ce point. Oui, tout à fait. D'après mes informations, donc vous êtes commentateur sur Europe 1 du championnat anglais, c'est bien ça? Non, effectivement, avec notamment Europe 1, vous l'avez dit, le football anglais, l'équipe 21 avec la matinale, le vendredi, samedi et dimanche matin également, et puis également sur Eurosport pour la Coupe de France entre autres, et donc pas mal de casquettes, j'ai envie de dire, télé également pour le jour. D'accord. Et en tant que suiveur du football anglais, comment est perçu Yohan Cabaye là-haut? Il est acculé et d'ailleurs presse locale, enfin, les sites internet, les titres locaux, aujourd'hui, on évoquait avec désespoir ou presque, j'ai envie de dire, ce départ de Yohan Cabaye. D'ailleurs, première conséquence, j'ai envie de dire, de ce départ, le 0-0 de Newcastle face à Norwich, là où Newcastle avec Yohan Cabaye, très simplement, très basiquement, aurait battu Norwich. Je vous prends un exemple très simple, j'ai une image de Cabaye. Intéressant dans les actions en question, et après le match, il a reçu un titre d'homme du match, tant il était simple dans son jeu, efficace, et c'est ça qui va aujourd'hui manquer à Newcastle. D'accord.
En plus, on le savait au début du mercato, Alain Pardieu n'était pas trop chaud pour le laisser partir. Là, il a donné une interview hier ou ce matin en disant que le joueur voulait absolument partir. Et est-ce que le club anglais, en fait, c'est un véritable désaveu pour eux? Non, bah, alors je vais pas dire des années parce que dans la fin vous récupérez 30 millions quand même. Je rappelle que Cabaye est arrivé à Newcastle pour un peu plus de 6. Donc c'est quand même une plus-value intéressante. Et derrière Newcastle réussit parfois de manière assez surprenante des plus-values étonnantes. Donc on l'a vu il y a quelques années avec Andy Carroll quand il était parti pour plus de 40 millions à Liverpool. Donc des aveux. Alors c'est pas éternel quoi. Disons que c'est une déception forcément pour Newcastle qui cherchait à le garder. Après, n'oublions pas les choses. Quand on lui propose 30 millions d'euros pour un joueur, vous réfléchissez à deux fois avant de vous dire je le garde, je le garde pas. Et là, quand vous achetez en plus ce genre 6 millions, vous avez encore 2-3 jours potentiellement pour acheter quelqu'un d'autre. Enfin, mais je vois mal comment Newcastle pouvait se passer de ces 30 millions d'euros. D'accord. Et donc, on va revenir aux rumeurs de transfert, hein, parce que on en profite d'avoir un suiveur de la première ligue. Est-ce que les rumeurs Hazard, Mata et Rooney étaient bel et bien crédibles? Il y avait une rumeur qui était vraiment crédible, c'était celle Mata. La Mata était vraiment crédible. D'abord, on va rappeler une chose, donc, et on l'a très bien compris, de toute façon, ces derniers jours, avant le départ de Mata à Manchester United, il était évidemment plus désiré par José Mourinho. Donc à ce moment-là, il fallait effectivement que Juan Mata essaie de s'établir et d'atterrir quelque part. Donc oui, le PSG était vraiment intéressé par Mata, et surtout de l'autre côté, Mata n'était pas insensible. Je ne vais pas dire qu'il était totalement d'accord avec le dossier PSG, mais il n'était pas insensible. Après, il y avait des désaccords qui étaient plus d'ordre financier avec lui, qui ont fait qu'au final, il s'est retourné vers Manchester United. Concernant Eden Hazard, alors là, ce n'est pas moi, c'est davantage notamment le confrère du Parisien qui a sorti Julien Laurent, en évoquant en fait que Eden Hazard avait dit à l'un de ses coéquipiers qu'il était intéressé par le projet parisien, pourquoi pas pour l'été prochain. Rooney, par contre, ça c'était totalement faux. Rooney veut rester à United et surtout Rooney a des chances d'avoir une prolongation de contrat et un rehaussement de salaire. On parle de 300 000 euros par semaine. Même là, le PSG ne peut pas suivre. D'accord, très bien. Et donc, revenons au club de la capitale. Donc, cette arrivée offre plusieurs possibilités à Laurent Blanc, dont celle de changer de schéma tactique pour mettre en place un 4-4-2, on va dire en losange, ce qui permettrait de plus voir, entre guillemets, des ailiers qui ont très peu convaincu durant ces derniers mois. Est-ce que c'est crédible selon vous, ou finalement vous ne voyez pas pourquoi on changerait de tactique? Mais en fait, votre question, je peux répondre à cette question par deux questions. Il y a deux questions en une. Alors, on parle souvent de ces idées qui ont moins bien marché, entre guillemets, au Paris Saint-Germain. Je ne vais pas vous dire non. Hein. Vous l'avez dit, Lucas, Menez dans un degré moindre, ne parlons même pas de Pastore. Après, ce PSG est combien au classement? Ce PSG a perdu combien de fois en championnat? Avec ce système, au final, ce système réussit plutôt et marche plutôt. Donc pourquoi pas le garder? Et puis surtout, on va rappeler une chose, c'est qu'aujourd'hui, avec l'arrivée de Cabaye, vous avez donc, si on regarde ce système, 4 milieux de terrain pour 3 postes. Au final, Thiago Motta, Matuidi, Verratti et Cabaye. Je mets entre guillemets un petit peu ravi de cocher. Je ne dis pas qu'il n'est pas bon, mais par rapport aux 4 autres, il est sans doute un degré moindre. Donc vous avez ces 4-là, et 3 postes, c'est pas mal pour les faire jouer. Pourquoi réfléchir à 2 et donc potentiellement regarder 2 sur le banc, là où vous venez d'acheter Cabaye, à ce prix-là, vous allez faire jouer. Matuidi, Thiago Motta, vous savez qualité, Verratti aussi. Non, pas changer de système, je vois mal aujourd'hui comment le PSG pourrait faire. En tout cas, logique, Laurent Blanc aime bien sa défensive aussi, ils sont milieu de terrain, en tout cas, je vois mal pourquoi le PSG changerait de système. D'accord. Donc au début du mercato, le président Nasser avait bien stipulé que si il y avait une arrivée, il y aurait un départ. Aujourd'hui, qui voyez-vous quitter le navire? Ouais, moi j'entends moi davantage
différence quand même entre Nasser Al-Khelaifi et Laurent Blanc, je ne suis pas certain que Laurent Blanc, lui, veuille qu'il y ait un départ. Il a souvent évoqué le fait que son effectif n'était pas si pléthorique qu'on a pu le faire croire pendant tant de semaines. Alors, si aujourd'hui vous récupérez Cabaye et que vous vendez à d'autres joueurs, alors on évoquait des noms tout à l'heure, les Pastore, les Ménez qui sont un peu moins utilisés, qui sont peut-être un peu moins bons, mais c'est très bête ce que je vais dire. Mais numériquement parlant, ces jours-là, on en a besoin du côté Paris Saint-Germain, ne serait-ce que pour les faire jouer par exemple en coupe de la Ligue, par exemple le Lens PSG qui arrive prochainement. Je ne suis pas certain que Laurent Blanc va y mettre une équipe type ou absolument type. Donc typiquement, c'est des joueurs qui sont parfois mis un petit peu de côté, qui serviraient à ce moment-là. Moi, je vois mal Laurent Blanc vouloir être d'accord et se séparer donc de l'un de ses joueurs. Après, Nasser Al-Khelaifi a évidemment été en bout de la course. D'accord. Et donc, vous dites qu'il y aurait une discordance, entre guillemets, entre les deux. Et au niveau des autres arrivées, vous croyez que Laurent Blanc va redemander une autre recrue ou que pour lui, c'est tout bon? Je pense éventuellement à se renforcer au poste de latéral droit. Oui, c'est souvent ce poste qui a été cité comme étant le plus, je vais pas dire le plus fragile, on va dire, avec Christophe et Grégory Van der Wiel. Après, aujourd'hui, le Paris Saint-Germain doit, donc il reste, nous sommes, si je ne dis pas de bêtises, nous sommes le 29. Il reste donc 2 jours avant de trouver quelqu'un, je vous rappelle, de trouver quelqu'un de qualité qui peut potentiellement jouer la Ligue des Champions. Je ne vois pas beaucoup aujourd'hui sur le poste. Je vois comme d'ailleurs aux autres postes. Aujourd'hui, vous pouvez recruter ou des joueurs de bonne qualité, c'est la Estrom, nous on l'a vu avec Gérald Caïch, ça ne se fera pas en tout cas pas cet hiver, peut-être l'été prochain pour l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais, que la Estrom ne veut pas lâcher. Et puis sinon, vous avez d'autres joueurs qui sont n'importe quoi, un exemple, Luis Suarez, qui par exemple, lui serait dans un bon entre guillemets pour le PSG dans le sens où il peut jouer à la Ligue des Champions. Mais aujourd'hui, évidemment, on ne va pas quitter le Paris Saint-Germain, le Liverpool, pardon, ce serait totalement débile. Bref, aujourd'hui, je vois pas trop qui le PSG pourrait voir d'autres. Déjà, Laurent Blanc a eu ce qu'il voulait, il voulait absolument avec Cabaye, il a déjà eu, je pense qu'il devra se contenter, et c'est déjà pas mal. D'accord. Bah écoutez, je vais vous passer mon collègue, donc Samuel, il a quelques questions à vous poser. Bonsoir Samuel. Vous m'entendez bien? Je vous entends presque bien. D'accord, presque bien. Bon, alors je vais essayer de poser des presque bonnes questions. Donc moi j'ai une petite question pour le fan de Première Ligue. Vous avez un regard quand même beaucoup plus pointu que nous sur le sujet, et moi je voulais savoir, est-ce que le PSG, ce PSG actuel, fait peur aux prétendants anglais à la Ligue des Champions? Ceux qui sont encore engagés, qui potentiellement peuvent aller dans le dernier carré, est-ce que ce PSG leur fait peur? Je ne vais pas dire fait peur, je vais dire en tout cas surprend. En Angleterre, en tout cas, je vais me baser sur la presse anglaise. En début de saison, tout au début de saison, lorsqu'il y avait les transferts, notamment au Paris Saint-Germain, les transferts onéreux ou pas, même Cavani, déjà ça a surpris dans la presse anglaise. On ne pensait pas qu'un tel joueur pourrait venir au Paris Saint-Germain, puisque notamment, je me rappelle d'un article sur la BBC il y a quelques mois qui évoquait l'intérêt de Manchester United ou encore de Chelsea à l'époque, et au final, on avait été surpris que PSG réussisse à accaparer un tel joueur. Donc ça, déjà, j'ai envie de dire, dans la presse anglaise, donc dans l'opinion de la presse qui peut évidemment faire tourner l'opinion publique, déjà là, on a été surpris. Après, je ne vais pas dire que les clubs anglais ont peur du PSG, mais en tout cas se disent, il y a un petit truc en France. Ben oui, c'est malheureux, les Anglais avaient presque un regard hautain et pouvaient se permettre, puisque évidemment en France, il n'y avait aucun club qui faisait quelque chose en Ligue des Champions depuis des années. Et là, on se dit, ce PSG qui l'année dernière a fait quelques petites frayeurs au FC Barcelone, qui là a réussi à garder son petit Zlatan, réussi à garder son petit Thiago Silva, réussi à prendre Cavani, mais ça intéresse tout d'un coup et ça rend un petit peu inquiet. Mais attention, il y a une différence entre être un petit peu inquiet et vraiment en avoir peur. Aujourd'hui, les Anglais, et les clubs anglais notamment, se disent bien, en tout cas je parle de l'opinion publique, et donc j'évoque aussi à ce moment-là les clubs anglais, se disent bien que Chelsea est au-dessus, que City est au-dessus. City a peut-être une expérience supplémentaire, avec Pellegrini notamment, on l'oublie souvent, mais vraiment
Mourinho. C'est pour cette raison que ces clubs-là n'ont pas peur du PSG, mais en tout cas ils disent ah, ce PSG existe. Et ça encore une fois, c'est déjà important d'avoir cela. D'accord, donc clairement, on a au moins la certitude que Paris a gagné en crédibilité, au moins sur la scène européenne, grâce à son épopée de l'an passé. C'est exactement ça. Effectivement, le PSG a réussi à faire peur au FC Barcelone et donc a montré à l'Europe entière, et donc notamment à l'Europe, puisqu'on se focalisait sur la première ligue, que ce PSG existait et pouvait résister donc aux plus grandes équipes européennes, en le montrant donc face au FC Barcelone. C'est pour cette raison aujourd'hui que ce PSG a gagné, vous avez utilisé le terme, en crédibilité. C'est déjà une chose très importante. Après, encore une fois, il y a, je le disais sur les clubs anglais qui disent ah, ce PSG est pas mal. C'est pas sur le premier tour qu'ils vont dire ça. Il y a eu une phase de poule relativement simple, pour pas dire autre chose, pour le Paris Saint-Germain évidemment. Donc ils vont se dire, ils vont même pas se dire ça déjà sur le Bayer Leverkusen, puisqu'on va être quand même très honnête, même si évidemment on ne va pas vendre la peau d'ours avant d'eux, mais bon, Leverkusen reste quand même un cran en dessous des autres formations européennes. C'est seulement à partir des quarts de finale, si qualification il y a, qu'on pourra parler davantage encore du PSG en Angleterre. D'accord, merci. Ensuite, j'aurais aimé avoir votre regard un peu plus personnel sur ce PSG-là, sur son émergence, dans la mesure où, si mes informations sont bonnes, vous avez quand même déjà un minimum de 300 matchs à votre actif en tant que commentateur sur divers médias. Et moi, aujourd'hui, je voudrais avoir votre regard à vous, votre œil personnel, ce regard que vous auriez pu avoir si vous étiez derrière un micro pour commenter un des matchs du PSG Nouvelle Génération. Ce PSG est donc impressionnant, on l'a dit, et déjà il y a une chose qui a été amenée par Laurent Blanc. Je vais, d'ailleurs, tiens, on va reprendre le début, d'ailleurs, avec l'arrivée de Laurent Blanc, et je me dois de reconnaître cela et faire aussi mon mea culpa partiel. Je dis partiel, d'ailleurs, je dis pas entier. Je n'y croyais pas à Laurent Blanc, je pensais que ça allait être un échec. Non pas parce que ça a été, comme on l'a entendu, et d'ailleurs c'était le cas, le 5 ou 6 ou 8e choix de Nasser Al-Khelaifi, de la présidence qatari, pour trouver un coach, mais c'était simplement sur son expérience passée, et notamment à l'équipe de France, qui avait montré quand même certaines lacunes de Laurent Blanc. Mais après, Laurent Blanc a réussi quand même à faire des choses, et notamment, je dois reconnaître, sur la position de balle, c'est une chose très importante, ça, qui avait déjà été en partie enclenchée la saison passée par Carlo Ancelotti, mais cette position de balle, elle est impressionnante, et cette position de balle, elle est déjà l'un des points communs des grosses équipes européennes. Lorsque vous avez le Bayern, lorsque vous avez le Barça, lorsque vous avez d'autres clubs en Angleterre également, ces clubs sont très forts. Pourquoi ? Parce que ces clubs ont une possession de balle forte. Vous gagnez lorsque vous avez la balle. Vous ne pouvez pas gagner tout le temps en contrant désespérément. À un moment donné, il faut que vous ayez le contrôle du jeu. Et ça, le PSG, aujourd'hui, sait le faire. C'est déjà une première chose importante. Deuxième chose, vous avez des cadres. Forcément, tout à l'heure, j'ai évoqué Zlatan Ibrahimovic. On ne va pas le répéter, on le sait. Thiago Silva, on le sait. Edinson Cavani, on le sait. Au milieu de terrain, Thiago Motta, c'est un moteur incroyable. Quand il n'est pas blessé, Thiago Motta fait partie du top européen, j'ai même envie de dire mondial. Blaise Matuidi est légèrement peut-être un cran en dessous par rapport à l'année dernière, mais son moins bien est compensé par Thiago Motta. Donc tout ça fait que ce PSG est très intéressant. Après, il y a des petits bémols quand même, puisqu'il n'y a pas que du bien dans cette équipe parisienne. Tout à l'heure, on évoquait ce moins bien avec ses ailiers, ou en tout cas certains des joueurs. Hein. Je pense à Lucas, je pense notamment à Lavezzi ou Pastore. Bon, malheureusement pour lui, on ne continuera pas de taper sur lui parce que bon, ça fait un moment qu'on le fait. Et il y a un joueur sur lequel je suis très dubitatif depuis qu'il est arrivé, et je continue de l'être, c'est Marquinhos. Alors vous allez me dire, il est très jeune, vous allez me dire, il a 19 ans, vous allez me dire qu'il a montré des choses. Oui, il a montré des choses. Pour l'instant, face à des équipes moindres, et d'ailleurs face à certaines de ces équipes moindres, il a montré aussi beaucoup de mauvaises choses. J'attends de le voir face à des grandes équipes, et hélas, moi, je me prononcerai vraiment, quitte à faire mon mea culpa là aussi sur Marquinhos, mais Marquinhos, je suis beaucoup plus pessimiste, on va dire, sur le défenseur que sur d'autres joueurs. Je suis assez d'accord avec vous sur le point Marquinhos. C'est vrai
série B, qui est allé le trouver, qui a fait que aujourd'hui il peut exploser ainsi en Ligue 1 et pas qu'en Ligue 1. Verratti, en tout cas, c'est la bonne trouvaille. Marquinhos, encore une fois, je suis très dubitatif. Lorsqu'il était à la Strom, déjà, j'étais pas forcément emballé. Après, attention, encore une fois, il y a une chose qui a, à mon sens, pas été bien faite par les dirigeants de Capital, c'est de lui donner aussi rapidement les clés. Alors non pas, vous l'avez bien dit, c'est pour être quelqu'un qui à l'avenir peut devenir un cadre de ce Paris Saint-Germain, mais on a l'impression qu'on l'a mis très vite quand même à ce poste. Alors évidemment du fait de certaines blessures par moment, mais on lui a donné pardon, des clés très rapidement, trop rapidement à mon sens. Il est encore dans une phase de progression et on a l'impression qu'on lui donne les clés en disant vas-y t'es le capitaine. Non, tu n'es qu'un défenseur qui est encore en phase de post-formation, j'ai envie de dire, mais tu n'es pas encore, à mon sens, un cadre absolu de ce PSG. Exactement, on pourrait presque même faire le parallèle avec l'arrivée de Pastore. On lui a donné énormément d'importance de par son âge, son talent qui est indiscutable mais qu'on ne voit pas, qu'on ne voit plus. Après, juste un petit bémol sur Pastore quand même, alors, dans l'esprit vous avez raison, puisqu'effectivement on en attendait beaucoup aussi de travailler à Pastore, je vais même dire qu'on en attendait plus de Pastore, puisque c'était le tout premier, entre guillemets, de ce PSG nouvelle génération, de ce PSG Qatari, c'était lui la première star, entre guillemets, de ce Paris Saint-Germain, et donc il avait encore plus de pression sur ses épaules, même si au début ça s'est bien passé, hein, pendant 2 mois et demi, 3 mois, je crois que personne ne pourra dire le contraire. Après, d'un côté, il avait un rôle double qui était particulier parce que on lui a mis une pression telle, on lui a dit t'es la première star du Paris Saint-Germain, etc. Mais en même temps, t'es aussi un joueur d'avenir, en tout cas de moyen, voire de long terme pour le Paris Saint-Germain. Bref, il avait ces 2 casquettes sur sa tête, 2 casquettes de trop, je crois. Bon, bien sûr, ça reste pour l'heure des erreurs de communication évidentes, tant pour l'une que pour l'autre. Je pense que ça devient indéniable. Si je peux me permettre, j'ai encore une petite question, cette fois-ci un peu plus personnelle. J'ai cru comprendre que vous étiez de la région parisienne. Vous êtes né en région parisienne, vous avez fait vos études également en région parisienne. C'est tout à fait ça, notamment. Est-ce que vous avez un attachement particulier au PSG ou le fait d'avoir grandi en région parisienne n'influe absolument pas sur le club de votre cœur? Eh ben non, absolument. Effectivement, j'ai pas d'attachement avec le PSG. Je vais être franc avec vous, j'ai 2 clubs de cœur, moi. Alors, et Créteil, je l'ai évoqué il y a quelques instants, puisque notamment j'ai eu toutes mes belles années d'université là-bas. Et c'est vrai que Créteil fait partie de moi. Et puis tout simplement le Paris FC. Oui, le Paris FC, c'est juste à côté de chez moi. Donc le Paris FC qui évolue actuellement en national. C'est vrai que ces 2 clubs-là font partie de moi aujourd'hui. Et bon, Créteil, encore une fois, en Ligue 2, est très important. Après, le PSG, je vais très régulièrement au parc, notamment pour y travailler, évidemment. Et puis, il reste évidemment des matchs marquants, hein, lorsque vous réfléchissez, vous regardez dans votre tête et vous dites qu'est-ce que je peux bien me rappeler de ce PSG-là. Alors, je ne vais pas dire les fameux PSG Real ou PSG Barça, même si PSG Barça reste mythique au milieu des années 90 en Ligue des Champions avec l'élimination du FC Barcelone. Moi, il y en a un qui, quand même, m'a marqué. C'était le PSG Steaua Bucarest, le fameux match de tour préliminaire de la Ligue des Champions à l'époque, où à l'aller, le PSG perd 3-0 sur tapis vert et remporte le match retour 5-0 au Parc des Princes. C'est le genre de match où vous dites, je peux comprendre que certaines personnes soient supporters du Paris Saint-Germain. C'est vrai que, voilà, c'est là qu'on comprend en tout cas que le PSG fait partie des grands noms, forcément, du football français. C'est une évidence. Et ce match le fait encore plus comprendre, c'est sûr. Très bien. Pour ma part, ce sera tout. Je vous remercie beaucoup. Et puis, je passe la main à mes collègues s'il y a d'autres questions. Moi j'en aurais une. Je voudrais revenir sur ce que vous nous avez dit concernant Blaise Matuidi, que vous trouviez qu'il était un peu moins fort que la saison passée. Donc en gros ma question c'était est-ce que vous le trouvez moins fort parce qu'on reconnaît tous que son atout numéro 1 c'est la récupération, et du fait que l'année dernière le club évoluait beaucoup en contre, donc ça aide au même titre que la Belgique qui était impressionnant en contre-attaque, au même titre que Sirigu qui était impressionnant
car le bloc jouait beaucoup la défense avant de balancer en contre, donc il y avait largement moins d'espace aux attaquants. Et donc on le voit là, Sirigu est là, largement moins fort parce que il y a beaucoup plus d'actions pour les attaquants adverses. Et donc Matuidi est beaucoup moins fort parce que finalement il a dû réinventer son jeu. Oui, c'est vrai, c'est vrai que vous avez évoqué une chose qui est très importante. Donc ce PSG, j'ai évoqué à l'instant, a aujourd'hui une position de balle très forte. Là où l'année dernière, c'était un PSG anti-lotien qui jouait avec une contre-attaque et une tactique de contre-attaque formidable d'ailleurs. Et c'est vrai que Blaise Matuidi est, je vais pas dire moins sollicité, c'est pas le bon terme, mais effectivement il ne joue pas comme il jouait la saison passée, qui a été tant apprécié d'ailleurs, hein, la récupération de balles. Maintenant, il y a une chose qui est importante aussi avec Blaise Matuidi, pour qu'il soit bon, il faut qu'il soit à 100% en forme. Et je me pose souvent la question lorsque j'observe certaines rencontres du Paris Saint-Germain, est-ce qu'il est vraiment à 100%? Est-ce qu'il est en pleine possession de ses moyens? Je suis pas totalement certain. Je pense qu'il a été très utilisé, enfin c'est le cas, hein, ce sont les faits, les chiffres, il a été très utilisé par Laurent Blanc évidemment cette saison. Et je pense que typiquement, l'arrivée de Yohan Cabaye pour parfois faire un tout petit peu tourner, ça peut être une bonne chose. Et pour Cabaye donc, mais également pour les autres, et donc Blaise Matuidi. Donc là, je pense que Blaise Matuidi pourra profiter encore plus de l'arrivée de Yohan Cabaye en soufflant un petit peu, parce qu'il a parfois un physique qui peut presque parfois être, sembler être déficient. D'accord. Et pouvez-vous nous citer un petit peu le principal trait de caractéristique de Yohan Cabaye? Oh, il y a tellement de choses avec lui. Déjà, j'ai envie de dire une chose, c'est très très bête ce que je vais dire. Hein. Il joue la tête levée. Il regarde toujours. Il voit où sont ses partenaires et c'est tellement important aujourd'hui dans le football moderne. Et surtout, avec le jeu du PSG, je l'évoquais à l'instant, la possession de balle. Donc vous prenez votre temps, vous regardez et hop, le petit espace qui s'y libère, et bien Yohan Cabaye le voit. Yohan Cabaye le voit très bien et ça c'est extrêmement important. Et puis son jeu, lorsqu'il ne voit pas de trappe qui s'ouvre et d'espace qui s'ouvre, et bien Yohan Cabaye c'est très simple. C'est je passe, je récupère, je passe. C'est pas de gris-gris, c'est pas de chichi. Ne cherchez pas chez Yohan Cabaye du Lucas ou je ne sais pas quoi. C'est pas du tout ça. Mais Cabaye c'est extrêmement simple. Mais bon, pourquoi aller chercher de la complexité là où vous avez un Yohan Cabaye qui est très simple et tellement efficace? Simplicité, pas besoin d'autre chose. En fait, c'est l'opposé de Ménez, quoi. C'est sûr qu'ils sont pas pareils les deux entre Ménez et Cabaye, même si Jérémy Ménez peut avoir évidemment des atouts dans son jeu. Demain, vous me demandez de choisir entre l'un et l'autre, je ferai tout de suite Yohan Cabaye. Yohan Cabaye, il est très très simple et très efficace dans son jeu. Là où Jérémy Ménez peut effectivement réaliser des accélérations incroyables que Cabaye ne peut pas forcément faire d'ailleurs, peut réaliser des dribbles assez affolants que Cabaye ne peut pas faire d'ailleurs tout le temps, mais Ménez perd tellement de fois la balle, et puis Cabaye c'est un truc très bête. Alors souvent on dénigre le football à mon sens à travers en évoquant le dévouement de certains joueurs en disant ah il mouille pas le maillot, etc. Et au PSG d'ailleurs on le dit souvent, et en prenant l'exemple de Jérémy Ménez, Yohan Cabaye c'est pas ça. Yohan Cabaye il mouille le maillot et pas qu'un peu. Et en plus vu qu'on voit que les adversaires du Paris Saint-Germain jouent carrément le match de leur vie contre eux, on sait l'importance d'un joueur comme ça qui peut ouvrir des situations avec une frappe de balle à 20 ou 35 mètres. Exactement, et puis typiquement parce que donc on parlait de possession, mais lorsqu'il y aura, parce qu'évidemment il y en a aussi lorsque vous possédez la balle en majorité, lorsqu'il y a des situations de contre, Yohan Cabaye est très intéressant, alors non pas encore une fois par sa vitesse, mais par sa dernière et avant-dernière passe, c'est là où Cabaye est aussi impressionnant. Je vous dis, Cabaye c'est une vraie belle grosse pioche pour le Paris Saint-Germain. Après aujourd'hui vous allez me dire avec le Paris Saint-Germain, aujourd'hui on ne compte plus les millions d'euros dépensés bien sûr. Cabaye, vous auriez pu l'avoir pour 15 l'été dernier. Au final, le PSG a déboursé 30. Bon, encore une fois, pour le PSG, c'est pas grand-chose. Mais bon, c'est une... Il y a aussi, entre guillemets, même si Nasser l'a très bien expliqué, en évoquant le fait que lui ne le connaissait pas et voulait attendre. Comme quoi, derrière,
ont permis cette arrivée au Paris Saint-Germain. D'une part, l'équipe de France. Je rappelle que lors du France-Ukraine, le match retour, il est là et c'est l'un des cadres de cette équipe de France qui permet à cette équipe de France de passer et de s'imposer face à l'Ukraine 3-0. Et puis deuxièmement, la Première Ligue. La Première Ligue, alors ici on pense que c'est sur Canal, d'ailleurs c'est évidemment sur Canal, mais on rappelle que dans le golf c'est diffusé notamment par Al Jazeera, donc beIN Sport évidemment, et donc que les Qataris observent la Première Ligue et voient aujourd'hui que Newcastle ne veut pas survivre sans Yohan Cabaye, plutôt que Yohan Cabaye fait survivre Newcastle. C'est pour cette raison aussi que Yohan Cabaye a dû taper dans l'œil au final des dirigeants qataris. Moi, concernant cette recrue, ma principale crainte, c'est de voir le manque d'espace dans le championnat français. C'est pas une question d'adaptation, c'est surtout une question de comparaison de style entre le jeu anglais et le jeu français. Pas d'accord. Alors je vais vous dire pourquoi je suis pas d'accord. Alors même si effectivement c'est pas le même jeu, évidemment, Angleterre et France, mais Yohan Cabaye connaît le jeu français. Il a passé tellement de saisons en France, il a passé tellement de saisons à Lille, et il a gagné le championnat avec Lille. Donc le jeu et le championnat français, il le connaît, il n'y a aucun souci là-dessus. Et en plus, vous êtes en train de parler du Paris Saint-Germain, qui, lui, a un jeu, j'ai envie de dire, très international, entre guillemets, en tout cas qui va très très vite aussi, donc vers l'avant quand il n'est pas en situation de possession de balle, ça va vite devant. Enfin, c'est un jeu idéal pour Yohan Cabaye. Donc déjà le jeu du PSG, je m'inquiète pas. Après vous évoquez les adversaires. Encore une fois, Yohan Cabaye connaît le championnat de France aujourd'hui. J'ai pas d'inquiétude particulière pour Yohan Cabaye. Vraiment pas. Ah non, vraiment pas. Aujourd'hui, le PSG vient de réaliser un coup formidable parce que vous prenez un joueur qui peut donc jouer avec des champions, vous prenez un bon joueur, vous prenez un joueur qui peut faire tourner votre milieu de terrain. Aujourd'hui, vous êtes sans manquer de respect à Rabiot. Aujourd'hui, vous en avez trois qui étaient devant Verratti, Matuidi et Thiago Motta, et Rabiot, il ne prenait que Miette. C'est un fait, c'est comme ça. Avec Cabaye, vous faites tourner à 4, potentiellement donc à 5, vous pouvez souffler, faire tourner votre milieu de terrain, et pour les éventuelles jouissances que verront, pourquoi pas, le Paris Saint-Germain en quart de finale de la Ligue des Champions, je dis déjà quart de finale, parce que je vois le PSG passer en 8e face au Bayer Leverkusen, je me dis que ça, c'est une recrue exceptionnelle pour le PSG, vraiment. D'accord. Et honnêtement, vous avez pas peur que, on va pas se le cacher, les défenses françaises, ils sont beaucoup plus, on va dire, ils laissent beaucoup moins d'espace aux attaquants français. Oui, enfin, qu'est-ce que je pourrais répondre? Oui, effectivement, il y a moins d'espace aujourd'hui que sur les joueurs. Après, en Angleterre, question d'espace, notamment au milieu de terrain, donc la zone de Yohan Cabaye, les espaces, il n'y en avait pas tant que ça, et même pas du tout d'ailleurs. C'est pour cette raison d'ailleurs que chaque week-end, on voit parfois des fautes, et même des grosses fautes qui se déroulent en Angleterre. Honnêtement, c'est vraiment pas ce qui m'inquiète encore une fois pour Yohan Cabaye. Et surtout, il a un jeu qui est extrêmement intelligent, je le redis, parce que lui, quand il voit qu'il a 1 ou 2 joueurs sur son dos, il donne très vite la balle. Il y a très peu de pertes de balles avec lui. C'est vraiment pas avec lui que je m'inquiéterais. Verratti, tiens, on va prendre l'exemple Verratti. Verratti aujourd'hui fait peur parfois, et même souvent d'ailleurs aux supporters du Paris Saint-Germain, parce qu'il aime bien dribbler, il aime bien gratter la balle juste devant sa surface de réparation, et au final il perd extrêmement peu la balle. Yohan Cabaye, c'est peut-être techniquement un tout petit peu moindre, mais c'est encore plus intelligent que lui, parce que ça donne très rapidement le ballon. D'accord. Bah écoutez, monsieur Bongali, je vous remercie encore une fois d'être passé sur la radio Ville Lumière. C'est moi, merci à vous. On vous souhaite une excellente soirée. De même. Bonne continuation et puis à bientôt. À très bientôt, au revoir. Au revoir. Donc voilà, Salim Bengali, nous a fait un passage sur la web radio Oville Lumière, donc on le remercie encore énormément. Et demain, nous aurons comme invité un joueur qui est au chômage, hein. Bon, ça arrive, mais qui a 25 ans, qui aimerait trouver un club. Donc c'est Manfred Mbele, Henri Mbele. Donc il a joué à Colmar, à Strasbourg, et donc il passera demain, le jeudi 30 janvier, à 18h sur la web radio Oville Lumière. Donc merci aux 153 auditeurs qui ont écouté cette intervention. Et bonne conférence de presse, et la signature de Yohan Cabaye a été officialisée par
par les dirigeants du Paris Saint-Germain. Donc c'est une très bonne chose.